Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pour le journal. Nous sommes lundi 26 juin. Voici les titres de cette édition. Montpellier, une nouvelle fois champion de France après le foot et le handball. Cette saison, c'est l'équipe de water-polo qui décroche son premier titre face à Marseille. On lève le pied sur la 9. Dès lundi, la vitesse sera réduite à 90 km/h entre Saint-Jean-de-Védas et Montpellier-Est, mais aux heures de pointe seulement. Et puis la restauration des arènes de Nîmes progresse. Après 3 ans d'expérimentation, la première arche est enfin rénovée. En fin de journal, je vous emmène au musée Fabre à la découverte du Caravage et du caravagisme, ce courant artistique du XVIIe siècle qui célèbre l'ombre et la lumière. Le triplé pour Montpellier, le club de water-polo décroche le titre de champion de France pour la première fois de son histoire. C'est le 3e club de la ville sacré cette saison après le foot et le handball. Et pourtant, la victoire était loin d'être acquise. Après la défaite des nageurs montpelliérains face à Marseille la semaine dernière, il fallait 2 victoires au MWP pour décrocher le titre. Compte rendu d'un week-end sous haute tension, Olivier Roiron. Un sacre en 2 actes, tout a commencé samedi et sur le papier ça n'était pas gagné pour le Montpellier Water-Polo. Une finale retour sans l'artilleur en chef Mathieu Pesson blessé. Plusieurs joueurs atteints physiquement mais l'esprit était là. Le public aussi, les Montpelliérains vont très vite prendre l'avantage. Ils vont tenir face à Marseille malgré les provocations et l'ambiance électrique. Finalement, les hommes de Fabien Vasseur s'imposent 6-5. Un premier pas de géant est franchi. C'est bien, mais bon, on voit que rien n'est gagné à chaque fois. Qu'on arrive à prendre un but, 2 buts dans la dernière minute. Donc ça, c'est pas bon pour nous. Mais bon, l'important, c'était de gagner. Sans Mathieu, avec Quentin qui a une déchirure au biceps, Geoffrey qui a un arrachement osseux. On n'est que 10, dont 3 blessés, donc ça fait 7 valides. Il ne reste plus que le courage. Le courage sous le regard de Mathieu Pesson. Dimanche, c'est le moment de vérité. Et le combat reprend. Les Marseillais ne veulent rien lâcher. C'est un peu le même scénario que la veille. Un match très fermé, un match de défense. Le premier quart-temps est 100% montpelliérain. Il y a 2-0, donc c'est pas à nous de faire le jeu. Par contre, on vient bien défendre et bien en défense. Deuxième période, les Marseillais n'ont pas dit leur dernier mot. Ils comblent leur écart, mais Montpellier résiste. La tension est toujours palpable. Le 3e quart-temps sera décisif. Les Montpelliérains prennent le large grâce à Kovacic. Grâce aussi à leur gardien, l'impérial Jasperini. 11 arrêts durant le match, dont 2 pénaltys. Mais attention au mauvais coup, la fatigue se fait sentir. Fabien Vasseur monte au créneau. Essayez de me faire une passe correctement là, à chaque fois. De la précision, il y en aura jusqu'au bout. Montpellier s'impose 7-5, ils sont champions. Sur le banc, Mathieu a rejoint son équipe et puis... Je suis même pas dégoûté de ne pas avoir joué cette finale. Ils ont été extraordinaires. On n'est pas tombé dans la provoque, tout ça, c'est ce qui est intéressant. Et puis bon, on a joué parce que même en ayant des pénaltys de partout, on s'en est sorti. Hein. Mais bon, l'important c'est qu'on retient que sur les sports montpelliérains, il y a 3 sports. Espérons que je passe un petit message à M. Nicolas qui nous sponsorisera, ou s'il peut nous donner une subvention exceptionnelle. Et alors que les joueurs du Montpellier Water-Polo vont pouvoir se reposer quelques semaines à présent, c'est déjà la reprise pour la MHR. Les rugbyman montpelliérains reprennent l'entraînement à Yves-du-Manoir sous la houlette de Fabien Galtier et l'œil avisé de 2 nouveaux co-entraîneurs. Pour les arrières, Stéphane Glas prend le relais de Didier Besse et devant, c'est l'Argentin Mario Ledesma qui prend la suite d'Éric Béchu, encore en convalescence. Écoutez. Je veux passer derrière les pas d'un grand entraîneur qui a fait beaucoup de bien à Montpellier. Donc c'est un gros défi pour moi personnel. Et d'essayer de faire les choses aussi bien que lui au moins. Statistiquement, c'était une des meilleures mêlées l'année dernière. Peut-être il y a un chantier un peu plus important au niveau de la touche. Mais il y a un gros potentiel. Et surtout, on a le matériel pour
pour être meilleur là-dessus. Et je crois qu'on aura sûrement, si je fais bien mon boulot, un des meilleurs paquets d'amende du championnat. J'ai la chance de tomber, je crois, vraiment dans un très bon club, très bien structuré. J'ai eu la chance déjà de visiter l'outil de travail, on va dire le stade, et je trouve que vraiment il y a tout ici pour être performant. Donc effectivement, c'est un beau challenge, voilà, à nous, mais maintenant aussi aux joueurs d'à nouveau réussir, quoi. Et après plusieurs semaines de tension, une assemblée générale extraordinaire se tient ce soir au MHR. Les dirigeants de l'association amateur du club de rugby et le PDG de la société sportive professionnelle Moed Altrad pourraient avoir trouvé un terrain d'entente. À Nîmes, le président du club de foot, Jean-Louis Gazeau, a été mis en examen dans l'affaire de la pelouse du stade des Cossières. En cause, sa réfection par une société hollandaise en septembre 2009 pour un montant de 350 000 €. Des travaux qui auraient été effectués sans appel d'offres préalable. L'ouverture ce matin du procès pour meurtre d'un ex-policier devant la cour d'assises de Montpellier. Les faits remontent au 5 juillet 2009. Il est 22h15. Jacques Prévost alerte les secours. Sa voiture a pris feu sur la bande d'arrêt d'urgence de l'A75 en direction de Pézenas. Sa femme, policière, elle aussi, est à l'intérieur. À l'arrivée des secours, l'épouse est morte. L'enquête révélera qu'elle l'était déjà avant l'incendie. Cette première journée de procès était consacrée à l'examen de la personnalité de l'accusé. Écoutez. On a examiné ce matin la personnalité de M. Prévost. Actuellement, il répond aux questions de manière assez neutre, avec sa personnalité qui est relativement inhibée. Donc l'examen de ce matin ne nous a pas apporté grand-chose par rapport aux faits qui lui sont reprochés. La famille attend de ce procès d'avoir des réponses. Leur fille et sœur est morte carbonisée sur une bretelle d'autoroute. Et l'autopsie démontre qu'avant d'avoir été carbonisée, elle était déjà morte pour avoir été assommée de somnifères et étranglée ou étouffée. Donc on a besoin aujourd'hui de réponses pour essayer de fermer définitivement le tombeau de Marie. Une première journée de procès pendant laquelle l'accusé a nié le crime. Selon lui, son épouse se serait suicidée, un suicide que Jacques Prévost aurait voulu ensuite masquer en mettant le feu à leur voiture. Les réquisitions et le verdict sont attendus en fin de semaine. La 9 passe à 90 km/h. Dès lundi 2 juillet, la vitesse sur l'autoroute sera réduite entre les sorties Montpellier-Est et Saint-Jean-de-Védas, mais seulement aux heures de pointe, de 7h à 9h le matin et de 17h à 19h le soir, du lundi au vendredi. En 5 ans, le nombre d'accidents sur ce tronçon d'autoroute a augmenté de 23%. Cette mesure vise donc à améliorer la sécurité, mais pas seulement. Écoutez. Le passage de 110 à 90, c'est d'essayer d'atteindre une vitesse homogène entre tous les véhicules. Ça, c'est bien clair. C'est d'avoir une vitesse la plus homogène possible, de façon à retarder l'apparition des bouchons, puisqu'on sait que ce sont des heures difficiles, où il y a beaucoup de trafic, où je dirais les sorties, les différents échangeurs provoquent des ralentissements. On aurait pu faire comme d'autres villes, consiste en fait à réduire la vitesse de manière permanente. Là, le choix a été fait, c'est vrai que c'était innovant et c'est pour cette raison que c'était expérimental, de distinguer selon les moments. On a considéré qu'il était excessif de vouloir réduire pendant toute la journée et tout temps la vitesse. On s'est dit qu'il était peut-être plus intelligent de discriminer en fonction de la charge effective qu'il y a sur l'autoroute. Et les radars fixes et mobiles contrôleront bien entendu ces limitations de vitesse variables. Ce passage partiel à 90 km/h doit être expérimenté pendant 6 mois et pourrait être pérennisé si le test s'avérait concluant. Après la restauration de la Maison Carrée, c'est aux arènes de Nîmes de faire peau neuve. Ces 3 dernières années, des techniques de rénovation de la pierre ont été expérimentées sur la travée 49 de l'amphithéâtre. Objectif principal, éviter de devoir remplacer les pierres une par une. À terme, Nîmes espère obtenir le classement de ces monuments au patrimoine mondial de l'UNESCO. Olivier Michel. Il aura fallu 3 ans pour que la travée numéro 49 des arènes de Nîmes retrouve sa blancheur initiale. Choisie comme travée expérimentale, car elle était la plus détériorée, elle a permis, grâce à des analyses, de comprendre le processus d'altération des pierres des arènes, lié principalement à l'infiltration des eaux de pluie. Aujourd'hui, le problème, c'est que les eaux de pluie s'infiltrent à travers les maçonneries, puisque le monument a perdu sa toiture d'origine, qui était les gradins. On s'est aperçu que les pierres sont posées à joint sec, sans mortier. Si la taille en plan, la taille en table est mal faite, en particulier si les pierres ne reposent pas les unes sur les autres sur la totalité de la surface, mais uniquement sur la périphérie, on peut avoir des points de compression plus importants. Et c'est là que se créent les premières fissures et les premières dégradations.
La cause établie, il a fallu ensuite tester différentes techniques de restauration, des plus efficaces et des moins nuisibles pour le monument. Ce sont des techniques traditionnelles. Pour les plus extrêmes, c'est le remplacement de la pierre par une pierre qui vient, nous avons la chance, de la même carrière, la pierre de Barutel. Cette carrière existe encore, mais c'est limité à 5-6 blocs finalement par travée. Ensuite, ce sont essentiellement des injections de coulis de chaux qui permettent de combler les vides dans lesquels l'eau de pluie s'infiltre. L'idéal serait donc de refaire la couverture antique des arènes, à savoir les gradins. Mais pour l'heure, ce sont les 60 travées qui vont être restaurées. Une restauration dont le terme est fixé à l'horizon 2022, si le financement suit, car chaque travée coûte environ 500 000 €. Et on quitte les arènes de Nîmes pour celle de Saint-Gilles à l'occasion de la feria de la pêche et de l'abricot. Elle s'est terminée hier avec la sortie en triomphe de l'éleveur de Cebada Gago et des taureaux Manuel Escribano et Camille Juan. En tout, 5 oreilles ont été coupées, dont 2 par le torero français. On l'écoute au micro de Christophe Ché. C'est des années de galère pour des moments comme ça où j'y ai cru chacune seconde à l'entraînement et ça valait le coup. Je me suis régalé, j'ai donné tous les avantages au taureau en ayant conscience que ça pouvait basculer très vite dans le sens du taureau. J'ai jamais baissé les bras et j'y ai toujours cru. Et puis un mot des abrivades longues menacées dans le Gard. On l'évoquait la semaine dernière dans notre journal. Certains maires avaient annulé cette partie des festivités en raison d'une circulaire préfectorale qui rappelait l'obligation de sécuriser le parcours des animaux. La préfecture du Gard qui souligne que les barrières sont préconisées uniquement dans les rues du village. Je vous amène maintenant au musée Fabre de Montpellier où l'exposition Corps et ombres, Caravage et Caravagisme européen rassemble près de 70 chefs-d'œuvre, dont certains peints par Caravage lui-même. Avec ses peintures très réalistes marquées par les jeux d'ombre et de lumière, cet artiste italien du XVIIe siècle a inspiré tout un courant. C'est une exposition double à Montpellier et à Toulouse qui lui est actuellement consacrée. Visite guidée Alice Alali et Jessica Van Lacterop. Après 10 ans de travail et de réflexion, Michel Hilaire a réussi son pari, organiser l'exposition Corps et ombres, partagée entre les musées de Toulouse et Montpellier. Une exposition qui à Montpellier met à l'honneur les œuvres de Caravage et du caravagisme italien, français et espagnol, une première. C'est une exposition qui met le musée Fabre et la communauté agglomération vraiment en tête de liste, si je puis dire, des musées les plus dynamiques de France, voire d'Europe. L'exposition rassemble 75 œuvres, parmi elles des Latour, des Velázquez et des Rembrandt, grande première pour le musée languedocien. 9 Caravages sont exposés, dont l'un des plus célèbres des Galeries des Offices de Florence. C'est le patriarche de la Bible, Abraham, qui s'apprête à sacrifier son fils unique, mais qui, au dernier moment, est arrêté grâce à l'irruption de l'ange dans le tableau, qui le saisit de façon très directe, très brutale. Et ça, c'est un trait typique de Caravage. C'est ces moments forts, ces moments dramatiques qui frappent le regard du spectateur, avec aussi la détresse de Isaac, son fils, au premier plan, qui crie sa douleur, qui crie son désespoir, et qui est vraiment tout près de notre regard. Il est installé au premier plan de la toile. Donc c'est cette charge émotionnelle qui est tout à fait propre à Caravage et qui a créé une révolution dans la peinture de son époque. Amateurs d'art ou simples curieux pourront profiter de l'exposition jusqu'au 14 octobre avant qu'elle ne rejoigne les États-Unis. Une exposition à voir au musée Fabre de Montpellier et au musée des Augustins de Toulouse jusqu'au 14 octobre. Par ailleurs, Caravage sera célébré à travers 9 concerts du festival Radio France à Montpellier. La 28e édition du festival qui se tiendra du 9 au 27 juillet. Son invité d'honneur est cette année le violoniste Renaud Capuçon. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Retour de l'actu demain, dès 12h30 pour votre édition locale de la mi-journée. D'ici là, passez une excellente soirée sur TV Sud.